Ce serait... 5300. Ah, on y est, les amis. On y est. On y est? Attends. Tu peux stresser. Regarde, ça s'actualise pas. Ah putain, non! Autour de 7 heures, le moment de faire le point sur ton nœud, Marc, en direct, pour voir un peu où ça en est, parce que c'est vrai qu'il y a différents compteurs et on ne sait pas si le nôtre est tout à fait le bon. Il y en a qui disent dans 20 minutes, il y en a un qui dit dans 7 minutes, mais je pense qu'ils n'ont pas été mis à jour. Il reste une bonne demi-heure. Je vais partager mon écran rapidement pour qu'on puisse voir mon nœud validateur. Et vous voyez la difficulté. Là, on voit mon écran ou pas? Parce que du coup, j'ai plus de chat. Ouais, c'est tout good. Donc, je vais couper le refresh pendant une seconde. Vous voyez la difficulté. Là, on est à 5, 8, 7, 4, 5. Il faut qu'on soit à 5, 8, 7, 5. Donc, on est à la moitié du chemin. Quand on a commencé le live, on était à 7, 3, 8, un truc comme ça. Il reste 20 minutes, 20, 25 minutes à la difficulté, enfin au hash rate actuel. Donc, on se rapproche. On est plus proche de la fin que du début, ça c'est clair. Mais encore un petit peu de patience, les amis. Donc, ça, c'est du côté de la Beacon Chain, donc ce qui va être mergé, et du côté de l'execution layer. Tiens, je vais lancer le get. Enfin, il est déjà lancé. Je vais lancer les logs. On est une journée normale pour l'instant. Il n'y a pas d'informations particulières. Mais bien sûr, quand on se rapprochera très fortement, je partagerai mon écran et puis on verra ça en live. Ouais, bah d'ailleurs, tout à l'heure, on reprendra un tweet d'un des main core dev de Ethereum qui a déroulé en gros ce qu'il voulait voir se passer au moment des blocs et en gros ce qu'il pouvait se passer aussi. Il n'avait pas l'air d'être alarmiste, quoi qu'il arrive, peu importe les petits glitches de départ. Et donc, l'article que j'ai affiché là à l'écran sur The Block a répertorié justement ce qui pourrait mal se passer, entre guillemets, au moment du merge. Donc, on va prendre ça point par point. Je ne sais pas si tu vois parfaitement, Marc, peut-être pour toi le commenter en direct ou si tu veux que je le commente et ensuite tu viendras apporter les petits détails techniques. Moi, je propose que oui, je puisse compléter ce que tu dis, parce que Ok. c'est toi qui as la main sur l'article. Ok, ça marche. Donc, comme ils le mettent en avant ici, il y a les développeurs qui se préparent à de potentiels petits problèmes, c'est-à-dire, voilà, comme l'a dit à l'instant Manu, potentiellement au début, des micro-réorganisations au niveau des blocs ou des choses, je veux dire, inhérentes à comment fonctionne la blockchain en elle-même, sans rentrer trop dans les détails, voilà, pour pas être trop technique, mais qui n'entraînerait pas on va dire, de défaut complet. Le but étant évidemment d'avoir quelque chose qui a une transition la plus smooth possible, c'est-à-dire que ça ira, voilà, le plus, à force de parler à moitié en anglais et de lire en anglais, j'en perds mon latin, fluide, si je puis dire, le plus fluide possible. Et en gros, au moment effectivement du merge, et tout à l'heure, on vous fera la petite rétrospective de ce qui va se passer seconde après seconde au moment où ça va être activé. Ça sera via un tweet donc d'un core dev Ethereum. Globalement, une fois que le mainnet sera lancé, vous pouvez avoir, j'essaie de lire en même temps, puisque là, en gros, ils font la petite rétrospective. Au moment donc où la Bitcoin Chain va justement être fusionnée avec la chaîne existante, vous allez avoir les deux qui vont être liés à tout jamais et qui seront inséparables. Et donc, le bloc après le merge, une fois qu'il sera finalisé, est un processus qui est considéré comme complexe et qui pourrait là aussi faire apparaître donc des minor technical glitch, c'est-à-dire des petits bugs mineurs. Et l'Ethereum Core, les membres de la Core Team ont précédemment tout simplement statué là-dessus au travers justement, comme tu le disais Marc, de différentes testnets qui ont mis en avant justement les petits bugs mineurs qui pourraient arriver. Donc on arrive au dur du sujet, qu'est-ce qui pourrait arriver et qu'est-ce qui pourrait justement se passer d'un peu, on va dire, négatif sans que ça soit dramatique pour autant.
Et donc, suite à la mise à jour vers ce merge, on a Ethereum qui passe en Proof of Stake. Donc, on commence ce nouveau consensus qui, malgré tout, existe déjà un peu puisque ça fait, si je ne dis pas de bêtises, désormais 2 ans qu'on a pu notamment déposer nos Ethers en Ethereum. Presque ça, oui. Décembre 2020. Voilà, on n'est Presque plus ça. très loin des 2 ans. Donc, en Ether 2.0, mais ça a changé de nom depuis, puisque vous voyez bien que sur quelque article que ce soit, on n'a plus parlé justement de Ethereum 2.0 pour ne pas justement induire les gens en erreur. Donc, comme le disait ici un des main leads, je pense, au niveau de Lido Finance, qui, pour rappel, édite les fameux STETH qui ont connu un énorme succès pour le coup. On peut avoir effectivement sur, comme n'importe quel software mis à jour de programme, un bug donc qui potentiellement aurait été anticipé ou non et qui là, par rapport à cette transition, pourrait donner donc ce genre de choses qui vont suivre. Donc, globalement, il y a la possibilité qu'il y ait des nodes qui tout simplement fail pendant la transition. Ça serait dû notamment potentiellement à des nodes qui ne seraient pas mises à jour, puisque si je dis pas de bêtises, Marc, petit à Alors petit. ça, les amis, c'est prévisible, puisque la plupart des nodes sont visibles, sont publics, entre guillemets. Et du coup, on peut savoir si les nodes font tourner la version du logiciel qui est merge ready. Et aujourd'hui, ce risque, a priori, puisque on a une super majorité, c'est-à-dire plus des 2/3 des nœuds qui, et je crois que le chiffre réel, il est à 95% actuellement, qui sont merge ready. Donc a priori, enfin, il y a toujours une possibilité de catastrophe, etc. Mais a priori, ce risque n'existe pas. Mais effectivement, si on n'avait pas assez de nœuds validateurs qui étaient ready pour le merge, ça créerait des problèmes, d'assez gros problèmes techniques sur ce merge. Donc ça tourne aussi autour de la problématique entre guillemets, mais bien que ça soit aussi une force, qu'il y a plusieurs clients autour de Ethereum. Et justement, on le verra juste un peu plus bas ici, c'est voulu de la part de l'accord Dev Team Ether, tout simplement pour permettre justement de ne pas avoir un seul client qui subirait un bug majeur ou quoi que ce soit, ce qui permettrait là aussi d'avoir justement, d'empêcher du moins l'interruption de service, puisque c'est absolument ce qu'il faut éviter. Donc, globalement. Là-dessus, c'est ce qui est intéressant sur la partie staking, comme c'est beaucoup plus léger que la partie exécution, qui fait environ 800 gigas actuellement, selon les clients que vous avez, entre 650 et 800 gigas à télécharger, à valider, etc. La partie consensus, donc Beacon Chain, elle est beaucoup plus légère. Donc moi, par exemple, sur mon nœud validateur, s'il y avait un problème avec Prism, qui est le client principal, je peux passer de Prism à Teku ou à Nimbus ou à Lighthouse, donc s'il y avait un problème, en à peu près 10 minutes. Donc c'est pas vraiment un problème. Comme là, à mon avis, tous ceux qui ont un nœud validateur sont en train de, enfin la très grande majorité sont en train de vivre l'événement. S'il y avait un problème au niveau du merge, là dans quelques dizaines de minutes, on serait tous à exécuter les lignes de commande sur nos nœuds et c'est vraiment très facile à faire. Et en moins de 10 minutes, on sera le client qui va pas, la communication sur les réseaux sociaux irait super vite et donc c'est pas vraiment un problème dans le sens, mais on peut passer d'un client à un autre relativement facilement. Donc là, pendant justement les runs qu'il y a eu précédemment, les fameux testnets dont on a parlé plusieurs fois, notamment Goerli le dernier, ils ont découvert des petits bugs qui ont parfois justement fait skip. Je ne saurais pas le traduire comme ça au littéral, mais on a des blocs qui ont été tout simplement... Validateurs qui n'ont j'allais pas dire réussi oubliés, mais à valider des notes. Ouais, voilà, il blocs, y a tout des simplement. blocs qui ont été sautés ou on avait vu aussi quelques petites réorganisations au début de certains testnets.
Le but étant, comme tu viens de le dire à juste titre, que si on a un client qui se montrait défaillant au moment justement de la transition, on a le reste des clients qui peuvent prendre le pas. Et comme tu le dis, en 10 minutes, tout le monde peut passer et se mettre à jour. Sachant qu'à ce jour, on a donc au niveau des exécutions layer GETH, Erigon, Bezu, Nethermind, et pendant que la Bitcoin Chain, donc celle qui va être mergée aujourd'hui, utilise Teku, Prism, Nimbus et Lighthouse au niveau des clients. Donc ça fait au total, si je dis pas de bêtises et que j'arrive encore à compter, 8 clients différents, dont 4 et 4 qui vont venir se rencontrer. Ouais, en Sachant plus, qu'il y en a tu peux faire d'autres, une mais combinaison. ils sont moins connus, quoi. Ouais. Ouais, Et en fait, oui, ça fait c'est une 8. vingtaine de combinaisons différentes, en fait. Exactement. Quand on compare à Bitcoin où 99,9% des nœuds font tourner Bitcoin Core, alors qu'il existe d'autres clients qui sont un petit peu plus minoritaires, sur Ethereum, il y a quand même une certaine diversité. Après, la réalité, c'est que 80% des gens utilisent Get. Pour bien, en vrai, moi, pour être quelqu'un qui a essayé un peu toutes les implémentations, Get, c'est juste le truc le plus optimisé, le plus intéressant pour un nœud entre guillemets normal. Erigon, quand on veut un nœud archive, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est les 2 meilleurs clients. Le reste, les amis, je veux pas mal parler de Nethermind, mais clairement, au niveau ressources sur le nœud, c'est 2 fois moins bien, quoi. Ça me demande 2 fois plus de RAM, de CPU. Enfin, ça crache, ça fait cracher le CPU de mon nœud. C'est pas hyper. Enfin, voilà quoi. Parfois ils sont majoritaires pour une raison. Je peux pas être méchant avec eux, mais certains sont meilleurs que d'autres, on va dire. Et donc, voilà, globalement, l'équipe de Lido a dit qu'au travers des tests qui ont été menés, des shadow forks, etc., au travers du temps, tout s'est bien passé et il n'y a pas de raison que ça se passe mal au moment du mainnet. Et Anthony Sassano, également, de ETH Hub, a mis en avant que ça serait un peu un non-événement, même s'il y a quelques nœuds qui ont des problèmes au début, vu qu'il faudrait à minima une participation de 66% de nœuds et ceux sur les 2 layers. Donc 66%, ça veut dire qu'on a une possibilité d'avoir entre guillemets soit 44% qui sont un peu défaillants ou qui n'ont pas justement de suite fait la mise à jour. Voilà, globalement, ça laisse quand même clairement, si on a, pas mal si de, on a on va 60, dire, fusibles potentiels. clairement, si on a 70%, moi je suis content, hein. Ça veut dire 30% des nœuds validateurs qui prennent pas mes rewards. Tant qu'on a genre un nœud de plus que 66%, je suis content. Malheureusement, dans la réalité, le taux de participation actuel, c'est 99,68%. Donc 70 même. Je viens d'actualiser le truc de données du réseau. On a Val de Cryptost qui vient de nous rejoindre au moment où on vient de franchir les 2000 personnes en live à 7h ce jeudi 15 septembre de The Merge. Salut à tous. Salut. Alors, comment tu le sens, Val? T'es comme nous un peu dans cette expectative, t'es dubitatif. Quel est ton ressenti? Et surtout, est-ce que t'es all-in Ethereum? C'est ça la question. Ouais, j'ai rien changé. Donc, effectivement, si ça se passe mal, on est tous dans la panade, ça, c'est sûr. Et pour savoir comment je me sens, moi, ça va. Mais je venais justement à vos côtés pour me rassurer. Donc, j'espère que Marc n'a rien à dire de très grave. Bah, écoute, de toute façon, on est dedans, là. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc, et Val, vous êtes du style à Cryptost à avoir préparé, comme pour la reine d'Angleterre, une petite nécrologie au cas où ça foire, ou comment ça se passe? On a préparé en fait le down du site. Si ça marche plus, Cryptost, il n'y a plus rien et on disparaît de partout. Instantanément. En vrai, les files d'attente devant Pôle emploi, si ça bug, vont être assez longues, puisque là, on se retrouve tous au chômage, plus ou moins. Là. Ah bah là, on va faire pump le formulaire de McDo. Je peux te dire que demain, McDo n'aura plus de problème d'emploi en France. Hein. On va tous postuler pour tendinite. On va tous se camper devant McDo avec notre CV à la main, en mode filez-nous un boulot.
Ah ouais, non, ils vont troll, hein, McDo, s'il y a un souci. Ils vont nous dire, on vous attend et tout, ils vont nous mettre une pub aux 20h, quoi. Il y avait Erratic Ape qui demandait est-ce qu'il y a un risque de foirage à retardement a priori une fois que ça aura commencé et que ça, je veux dire, les blocs continueront et ce qu'on appelle les époques. En fait, je reprendrai dans quelques instants justement minute par minute ce qu'il va se dérouler au travers d'un tweet dans justement les minutes consécutives au merge. Mais globalement, une fois qu'on aura passé, je sais pas moi, quelques heures post-merge et qu'il n'y aura pas de problème majeur, il y a très peu de chances que quelque chose sorte du chapeau par la suite en mode El Famoso grand bug que jamais personne n'aurait vu. Et voilà. Si ça doit se passer, c'est plutôt au début, je pense qu'il peut y avoir un problème et normalement. Il est très fortement probable qu'on ait une période de flottement assez chelou où on ne sait pas si ça s'est bien passé ou pas. Et ça, je vous préviens, c'est parce que ça fonctionne par époque, ça fonctionne par slot de validateur, etc. Et du coup, une dizaine de minutes où en fait tout le monde aura un peu la goutte de sueur au front. Je m'attends à énormément de fake news sur les réseaux sociaux, forcément. On va prendre notre live et on va attendre que ça se décante tranquillement. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de personnes qui demandaient ce que c'était qu'une époque. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre, Marc. Alors, une époque, en simplifiant. Une époque, c'est un paquet de slots. Alors, en simplifiant, ouais, je vais essayer de simplifier. En gros, le temps d'un bloc sur Ethereum Proof of Stake, c'est 12 secondes. Sachant que sur Proof of Work, c'est une moyenne de 13 secondes. Mais avec le mining, il faut que quelqu'un trouve le bloc, qui résoudre l'énigme mathématique, entre guillemets, du bloc. Donc, parfois, ça prend 1 seconde, parfois, ça prend 1 heure. Mais en moyenne, si on prend un intervalle de temps suffisamment long, on arrive à peu près à 13 secondes. Sur le Proof of Stake, il n'y a pas ce souci-là. On peut avoir, et ça, c'est très, très important pour les applications futures, on peut avoir quelque chose qui fonctionne toutes les 12 secondes, avec bien sûr parfois des blocs qui seront vides, mais un bloc toutes les 12 secondes. Et en fait, on regroupe dans le Proof of Stake et Ethereum des paquets de blocs qui se suivent, et une époque, c'est 128 blocs, non, 32 blocs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, quand on est un nœud validateur, on va nous donner un slot et on va nous dire, bon, bah, ton boulot, c'est de vérifier les transactions sur tel ensemble de blocs, tel ensemble de transactions, tel ensemble de slots, ce qui va permettre de finaliser les transactions et faire en sorte que la blockchain soit valide. Mais ça permet aussi de fragmenter le travail des nœuds validateurs pour que tout le monde n'ait pas besoin de tout vérifier, de tout stocker en même temps. C'est assez bien fait, hein, pour être honnête. Si vous voulez aller dans le détail de ça, il y a un excellent article de Ethereum France. Tiens, je vais l'envoyer à CM. Qui détaille ça, qui a été fait par Jean d'Ethereum France, qui détaille ça, et c'est assez passionnant. Donc voilà, la réponse courte, les réponses longues. La réponse courte, c'est que une époque, c'est environ 6,4 minutes. Donc 6 minutes et demie environ. Val, une réaction en direct. Val, le merge s'est bien passé, mais Crypto, c'était mort. Une réaction en direct, monsieur? Oui, écoutez, nous sommes en duplex de la rédaction. Effectivement, j'ai des difficultés à accéder. Le dev est prévenu. Mais les devs sont plus ou moins aussi actifs que chez AAV. Ils ne sont pas tous debout. Donc, il y en a certains qui sont debout, certains qui ne sont pas debout. Alors, je tiens à dire que chez AV, c'était tout le monde sur le pont à 5 h du matin. C'est-à-dire que là, depuis 5 h, je suis dans mon groupe The Merge Ready, etc. Et on est un peu, tu sais, on est en train de faire décoller une fusée. Et en gros, on est l'équipe de pompiers d'astreinte. On est tous sur le pont là depuis 5 h. A priori, il n'y aura rien à faire. Mais au cas où il y a un problème, sachez qu'il y a un plan B, un plan C, un plan D. En vrai, a priori, jamais ce que c'est. Et je souhaite que vous voyez jamais ces plans en application, mais ça fait longtemps qu'on est prêt et qu'on a vérifié toutes les éventualités de ce qui pourrait mal se placer pour protéger les utilisateurs d'AV. C'est beau.
Et j'étais en train de penser, du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant en live et à mon avis, comme tout à l'heure justement, on a parlé de Cryptost et que Cryptost a en plus un compteur de décompte du merge. Je pense que pas mal de personnes du live sont allées voir justement et ça me rappelle quand on présentait des nouveaux projets avec des sites et tout ça qui étaient habitués à quelques dizaines ou voilà de centaines de visiteurs mais éparpillés sur la journée et qu'on faisait des lives justement à 2-3 000 personnes et que d'un seul coup, à chaque fois, ça faisait freeze les sites complètement. Ouais. Donc, on récupère finalement en ce jour de merge les conditions du bull run. C'est assez extraordinaire. Ouais, il y a un autre serveur site. assez énorme, ouais. Mais normalement, notre site, il est prévu pour recevoir plusieurs dizaines de milliers de visites en même temps. Le Oui. dernier screen qu'on a partagé en interne, il était dans ces compteurs-là. Et effectivement, c'est la page du merge là, qui prend tout. Donc, je pense que ça va se rétablir. Mais là, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers, enfin, il y a au moins une dizaine de milliers de personnes en termes de poignées connectées en même temps sur ce site-là. Donc, c'est assez vénère, surtout à 7h20. Ouais, un autre site aussi pour aller voir le décompte si les gens veulent, c'est bordel.wtf, bordel.what the fuck, et ça vous donnera aussi les infos pour checker un peu tout ce qui se passe au niveau de la difficulté notamment. Vous aurez Si on arrive à le décompte en live. 2500 en live, on va peut-être faire péter les chiffres en plein bear et en pleine morosité de marché avec un Bitcoin à 20 000 et un Ether à 1006. Je pense que malgré tout, peu importe ce qui se passera derrière au niveau de l'action de prix, ça restera une des meilleures émissions en termes justement de force communautaire et de prouver au monde entier que quand même les gens sont là dans les moments qui comptent et c'est vraiment exaltant, je trouve. Et, Je me est-ce ferai qu'on lâcher une petite larme. Est-ce qu'on peut attendre, tu sais, quand on a un halving de Bitcoin, en règle générale, on a un temps de latence avant que la supply circulante soit réduite du fait de la baisse de l'émission. On va avoir une grosse baisse de l'émission, donc avec, comme on l'a dit, un triple halving sur Ethereum. Est-ce qu'on peut s'attendre, à ton avis, à la même latence, alors qui durerait peut-être 3 fois moins longtemps, c'est-à-dire qu'en règle générale, on attend à peu près 6 mois, entre 5 et 8 mois, on va dire, pour avoir vraiment une action sur le prix du fait de la baisse de l'émission. Est-ce que là, à votre avis, on va avoir la même latence qui serait peut-être 3 fois plus rapide, peut-être 1 mois, 2 mois et demi, avant de vraiment avoir une action sur les prix? C'est pour moi le scénario auquel je crois. Vous savez que je suis optimiste, mais je pense que ça va être un déclencheur, peut-être un point de bottom ou ce genre de choses, mais il serait très étonnant que aujourd'hui, le jour du merge, on ait une bougie verte de 30% et que tout explose, etc. Par contre, que ça se décante lentement et que l'effet que l'inflation a été divisé par 10 sur Ethereum à partir dans quelques dizaines de minutes et que on a une situation qui s'améliore au niveau des fondamentaux, plus probablement une situation macroéconomique qui va se décanter sur cette fin d'année, on peut avoir En fait, quand je dis qu'il est possible que le bear market s'arrête aujourd'hui, en fait, il y a forcément une phase de transition avec le nouveau cycle et ça peut se décanter en quelques mois. Moi, un scénario où on a là la continuité des prochaines semaines avec un range ou une montée très très progressive des actifs et un super Noël, ça me semble quelque chose de cohérent et c'est quelque chose qu'on a dit sur la chaîne depuis longtemps. Moi, on vous avait annoncé un été pourri, une rentrée moyenne et un Noël plutôt à croire à cette première phase, guillemets, comme prévu. Ouais, oui, on attend la bougie de rupture, comme dirait notre cher ami Vincent Gann. La fameuse bougie en délit qui est bien verte et bien grosse. Ouais, le renversement de polarité aussi, comme dit Bitcoin, c'est un scénario qui est possible, mais en fait, tout le monde s'attend à sell the news. Beaucoup de gens espèrent la fameuse renversement de polarité. Donc, mais personne ne parie sur le fait qu'il va rien se passer. Et le marché aime bien vous donner le scénario le moins attendu. Et du coup, moi, ça ne me choquerait pas que en fait, Ethereum prenne 3%. Et puis, il ne se passe pas grand-chose, quoi.
Ouais, mais ça, c'est possible. Il peut y avoir aussi un sales news organisé. C'est une chose possible. N'oubliez pas que il y a toujours des requins qui sont prêts à racheter vos Ethers à pas cher, à vil prix. Donc on a vu on a vu déjà le petit short, le petit long squeeze hier ou avant-hier. Euh, C'était marrant. En plus, tu l'avais annoncé sur Twitter, Marc. Il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, ça a été aidé par les chiffres de l'inflation, hein. Il y a aussi la bourse qui s'est crashée Ouais, ouais. dans la même journée, mais bon, ça se trouve la bourse s'est crashée en prévision du merge. C'est possible. Ouais, ça, Il y on a va se peu de calmer, chance, mais c'est mais possible. un jour, ça arrivera, tu vois, où les cryptos influencera la macro et puisque les cryptos seront la nouvelle macro. Mais on y est, Un jour, c'est Ethereum qui déclenchera des sell-off sur Apple, tu verras. exactement. Genre Ethereum, il se passe un truc qui est pas bon pour Apple et bam, Apple se perd 10% dans la journée. Bon, On en n'y est pas encore. attendant, l'iPhone Travaillons sort dur, demain, on va y hein, arriver. donc bon. Je pense ils vont en vendre des tonnes comme d'habitude, malgré ce Ouais. qu'on dise. Ça fait 10 ans que je lis les réseaux sociaux sur les sorties des nouveaux iPhones ou des nouveaux Mac et tout ça. Et à chaque fois, même au moment où le pauvre Steve était décédé, c'est la fin. Tim Cook va ruiner Apple. Ils vont plus jamais vendre un iPhone. Et au final, à chaque fois qu'on lit ça, ils en vendent encore plus que l'année précédente et à des prix qui Moi, ce que sont je trouve toujours plus incroyable, c'est indécents. que Donc, c'est une c'est- success c'est- story qui est assez dingue, hein. moi, je salue Apple dans le sens où ils ont été précurseurs sur l'inflation. Les gars, les 10% d'inflation chaque année sur leurs produits, alors que c'est à peu près le même produit, les gars, ils sont dans le futur. Ça fait 10 ans qu'ils augmentent leur truc de 10% tous les ans et, et ça fonctionne. Donc, en fait, Ouais. Apple nous préparait à un monde où l'inflation était de 10%. Et voilà, ils ont fait le boulot, ils nous auront tout annoncé, on n'a pas écouté, c'est tout. Tu disais, Manu, pardon. Non, je disais, je me demandais justement si l'iPhone 14 était révolutionnaire par rapport à l'iPhone 13. Moi, c'est le Et même. Bah, c'est ouais, c'est toujours le même. révolutionnaire chez Apple. Ils ajoutent une petite feature et c'est ultra révolutionnaire. Ouais. Bon. Genre, Bah, en tout cas, ils en vendent beaucoup à chaque fois, c'est vrai. tu peux rappeler ton e-message ou ton mail désormais. Magnifique. Alors, Ouais, et on me dit bientôt, dans le chat que c'est l'heure. Non, là, j'ai les yeux, vous inquiétez pas, hein, j'ai les yeux sur le nœud, etc. On saura quand c'est l'heure. Là, pour l'instant, il reste encore au moins une vingtaine de minutes. Finalement, on l'aura vers 8 heures, hein. Ouais, moi, je table sur 8 heures, ouais. Bon, Et moi, je me demandais si, je sais plus ce que je me demandais. C'est vrai qu'il est tôt. Euh, Ah oui, j'avais parlé avec un dev quand on parlait de Ledger, des choses comme ça, et qui me disait que justement sur les iPhones, il manquait vraiment une seule fonction pour que en fait les iPhones avec déjà la techno qu'il y avait dedans deviennent en fait des ledgers, quoi. Grosso modo, tout ce qui était matériel pour payer sans contact, etc. Ça utilisait une techno de cryptage, etc., qui permettait que ça sorte, mais pas qu'on rentre des choses dedans, et qu'en fait, il fallait assez peu de R&D pour pouvoir transformer un bon vieil iPhone ou un bon nouvel iPhone en clé Ledger, quoi. Et je pense clairement, que ça, dans le futur, ça va peser Apple, aussi. ce qu'il faut savoir, c'est que Apple, ils sont vraiment très très forts sur ce qu'on appelle les secure elements. Donc, ces fameuses puces qui permettent d'avoir cette sécurité. Un ledger, c'est deux puces, en gros, qui sont entreprises françaises, qui permet que vous ayez des signatures signées et surtout des informations qui ne puissent pas communiquer avec l'extérieur, etc. Apple, ça fait partie des meilleurs du monde. Quand vous avez un iPhone, c'est une réalité, vous avez un ledger potentiellement dans votre poche. C'est juste que aujourd'hui, ça ne sert pas du tout aux cryptos. Il leur faudrait pas grand-chose pour transformer tous les iPhones du jour au lendemain par une petite mise à jour que vous téléchargez en ayant exactement le même matériel. Et surtout, ça fait longtemps qu'ils font ça. Donc, la plupart des iPhones récents, enfin ceux que vous avez dans votre poche, puisque c'est l'obsolescence programmée chez Apple, c'est assez violent. Si vous avez un iPhone 4, a priori, il ne marche pas aujourd'hui, ou alors il galère. Et donc, ça pourrait devenir des ledgers. J'en parlais pas mal avec Ledger directement. Eux, ils sont pas trop inquiets là-dessus parce que c'est pas le hardware qui est compliqué, c'est aussi le software.
et développer le logiciel aussi sécurisé, qui fonctionne et aussi optimisé que Ledger, c'est pas simple. Mais il faut se rappeler que Apple est assis sur une montagne de cash. Et quand je dis montagne de cash, on parle de centaines de milliards de dollars. Je pense que le jour où ils ont vraiment envie de le faire, ils passent un petit coup de fil au CEO, à Pascal Gauthier, le CEO de Ledger, et ils disent « Bon, mon gars, voici quelques milliards, file-moi 51% de ta boîte et logiciel, il est à moi et on va transformer tous les iPhones en Ledger. T'arrêtes de vendre tes conneries et maintenant, bah, Ledger, c'est iPhone, quoi. Et Moi, je pense que c'est dirais un même, scénario qui est probable. Hein. moi, je dirais même plus que je suis quasi certain que, étant donné, comme tu dis, le cash qu'ils ont et le R&D dans lequel ils investissent, qu'ils ont déjà au moins une équipe qui est en train de travailler sur quelque chose comme ça. J'imagine pas une seule C'est sûr seconde et certain. qu'ils se réveillent genre dans 2 ans en disant ah bah tiens, ce serait quand même bien qu'on fasse des ledgers Apple. Je pense qu'il y a déjà des gars qui sont en train de bosser sur cette techno parce que j'imagine que dans chaque branche on va dire de développement technologique propre bah, par exemple à ce qu'il y a dans un iPhone, il y a des gens qui travaillent en continu sur la R&D et bah, la puce justement, le paiement sans contact, la technologie qui tourne autour, il y a forcément de la recherche et développement qui est fait et ils doivent regarder ce qui se fait à droite à gauche. Et Donc oui, aussi, un rachat peut-être, mais peut-être même je une sorte d'une feature directe, tu vois. tiens à rappeler Apple. En fait, Apple, ils ont cette chance absolue de pouvoir être en retard. Ils n'ont pas besoin d'être les premiers à sortir une technologie. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que Apple n'a pas innové, pour être honnête. Mais par contre, eux, ils font les trucs, c'est qu'ils prennent les choses, ils sortent les choses 2-3 ans après les autres. Mais quand ils le sortent, bah, comme ils ont une clientèle qui pense que c'est la révolution chaque année, alors que bah, il n'y a pas grand-chose de nouveau, ils ont une clientèle qui s'en fout d'avoir les dernières technologies. Ils veulent les technologies faites par Apple parce que quand c'est fait par Apple, bah, ça fonctionne entre guillemets. C'est très bien. Donc, ils ont ce luxe de pouvoir attendre. Mais quand on regarde les autres fabricants de téléphones, entre guillemets, Samsung, ils ont investi il y a déjà plusieurs années, je crois à hauteur d'1 milliard chez Ledger. Aujourd'hui, Samsung fait partie du capital de Ledger, fait partie des investisseurs du capital de Ledger. Je pense qu'ils ne le font pas pour rien. Je pense qu'ils ont une petite idée en tête quand ils font ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Il y avait eu des tentatives lors du précédent cycle d'utiliser un wallet à l'intérieur de Samsung, Secure Element, etc. Ça n'a pas trop pris, pour être honnête. Mais en tout cas, c'est des acteurs qui peuvent avoir l'intelligence, entre guillemets, à 15 ans et de placer leur billes et qui aussi ont les capacités financières de se dire bah on va mettre 1 milliard là-dessus et au pire si ça marche pas c'est entre guillemets. Ouais, et en plus, c'est d'autant plus sûr que ça avait déjà été fait sur un téléphone. Alors, je crois que dans le chat, on disait Samsung. Je crois, je me rappelle, ça s'appelait Exodus. Et il y avait déjà un wallet intégré dans le téléphone. Ça, c'était HTC, donc il y a un autre constructeur, mais Ouais, effectivement, HTC ça n'avait pas pris, mais c'était une bonne initiative, effectivement. C'était sorti, je crois, pendant le bull run. Hein. C'était histoire de... Ou juste avant, peut-être. Juste avant, histoire de se préparer. Peut-être sur l'iPhone 21, il sera livré avec la capacité d'avoir un nœud validateur hein. Ethereum directement dessus. Hein. Et ça sera une révolution. Une révolution. Non, déjà sur l'iPhone 21, tu pourras mettre, comme sur le Ledger S, tu pourras mettre une chaîne, tu vois. Tu pourras avoir Ethereum ou Bitcoin. Tu auras deux modèles différents en fonction de si tu es un maxi Bitcoin ou un maxi Ether. Tu pourras choisir ton téléphone, tu vois. Mais tu n'auras qu'une seule possibilité. Je vous propose qu'on reprenne donc le micro-trade qui était bien amené hier de Adrian Sutton, Lead Blockchain Protocol Engineer at Consensus, donc on peut appeler ça un core dev Ethereum, je suppose. Globalement, donc, ce qui va se dérouler d'ici, a priori, une demi-heure. Pendant qu'on va atteindre la difficulté totale, puisque actuellement on est encore en train de miner à minima pour demi-heure sur la blockchain de Ethereum pour finaliser de vérifier toutes ces transactions.
on va arriver jusqu'au nombre magique 5, 8, 75 avec je ne sais pas combien de zéros derrière. Peut-être que Marc, tu les connais de tête. Mais globalement, voilà, c'est le fameux TTD. C'est la difficulté totale qui est le chiffre magique qui va tout simplement arrêter net le proof of work pour pousser ce merge qui est tout simplement le consensus de la Bitcoin Chain qui va venir se mettre en proof of stake. En gros, on n'aura plus besoin d'avoir une machine qui tourne pour miner les blocs. On pourra directement, en possédant 32 Ethers, être un validateur du réseau et il suffira de les posséder. Donc ça, c'est une première chose. Les mineurs, selon lui, peuvent continuer à créer des blocs, mais le client qui aura été tout simplement upgrade à ce moment-là en proof of stake, justement, devrait les rejeter au niveau du réseau comme des blocs qui seraient invalides. L'étape suivante, donc au niveau de ce qui se déroule Sachant dans les... que là-dessus, on a la bombe de difficulté qui, dans tous les cas, scelle le sort des mineurs qui a été activé il y a plus d'une semaine maintenant. C'était Ouais. la fameuse mise à jour Bellatrix. Donc même ceux qui s'amusent à continuer à valider des blocs avec du proof of work, ils n'auraient pas débranché. Dans le concret, c'est juste des gens qui gèrent des fermes de mining et qui pour des raisons d'infrastructure, vont pas pouvoir cliquer sur le bouton et tout débrancher en une seconde. Ça prendra des heures, pour certains des jours. Ils n'auront plus de reward. Et ces blocs ne seront pas considérés comme canons par la chaîne Ethereum. Et puis, de toute façon, ceux qui n'ont pas envie de débrancher parce qu'ils n'ont pas, pour telle ou telle raison, à un moment, la difficulté sera tellement énorme du fait de la bombe de difficulté que ils n'ont aucune chance de trouver un bloc. Tout simplement. Donc en gros, dans les secondes suivantes, une fois que ça y est, on a appuyé sur le bouton en gros, mais c'est un bouton automatique, c'est pas quelqu'un, comme vous l'avez compris, qui le déclenche lui-même, hein. On n'est pas dans une entreprise centralisée, si je puis dire, avec quelqu'un qui va appuyer à un moment sur le bouton. Il y aura en tout cas ce qu'on veut voir, le fameux merge block qui va être créé sur la Bitcoin Chain. C'est-à-dire et sur un ou deux slots, je ne sais pas ce qu'il appelle slot exactement, Marc. Un slot, c'est simplement un paquet quand on est validateur, en fait, on a différents slots. C'est simplement un paquet de transactions qui en vue, enfin, c'est un ensemble d'attestations qu'on doit faire pour valider des blocs. Ok. Donc, c'est un ensemble de trucs. Oui, bon, c'est un peu, on rentre dans la tech, dans la tech là pour le coup. On a partagé tout à l'heure l'article d'Ethereum France. Volontairement, on va pas trop dans le détail parce qu'en vrai, c'est assez complexe. Si vous voulez aller dans le détail, l'article d'Ethereum France, il est en français, il est fait par Jean de l'équipe Ethereum France. Il est exceptionnel. Ouais, je vais le recopier d'ailleurs dans le chat, comme ça. Il est exceptionnel. Si vraiment ça vous intéresse, accrochez-vous, prenez 2-3 Doliprane. Il est même pas 8h du mat, c'est un peu chaud, mais si vous voulez vous infliger ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc on arrive donc à ce premier merge block qui normalement au passage est le fameux qui devrait faire apparaître sur ton interface. On le verra peut-être tout à l'heure en direct. Avec soit une image de panda, voire de rhinocéros. Donc voilà pour le premier bloc. Si tout va bien, si tout se passe bien, si ce bloc qui est créé post-merge apparaît 12 secondes plus tard, donc vous voyez que c'est dans un mouchoir de poche que tout ça va se réaliser. On aura le prochain bloc qui est donc build directement sur le premier bloc qui est le merge et qui devrait former le début d'une chaîne puisqu'on aura deux blocs. Donc à partir de là, on arrive de nouveau sur le fonctionnement de ce qu'on appelle la blockchain. Ça porte bien son nom. Il est possible que les validateurs soient un petit peu perdus au début et commencent à construire différentes chaînes en même temps. Et que, en fait, pour finaliser, la majorité des attestations pour dire ok, ça c'est la bonne blockchain et on considère que c'est ça le vrai Ethereum. Il est fortement possible qu'au début, les gens soient un peu perdus, créent des blocs à droite, à gauche et n'aient pas forcément conscience de quelle est la bonne chaîne. Ça arrive tout le temps. On parle souvent des forks comme des événements, etc. Il faut savoir qu'une blockchain a ce qu'on appelle des uncle blocks, des forks, tout le temps. Et c'est tout à fait normal. Et c'est simplement que sur une certaine période de temps,
on a la chaîne la plus longue et qui met tout le monde d'accord. Et les gens qui minaient sur la mauvaise chaîne retournent pousser du hash rate sur la bonne chaîne, entre guillemets. Et pareil, sur la validation, il y a des attestations qui sont faites sur, entre guillemets, la mauvaise chaîne, et les nœuds validateurs se passent le message entre eux. Tout ça se fait en quelques millisecondes. Et au niveau du réseau en global, en quelques époques, on est sûr d'avoir un consensus sur la bonne chaîne. Donc, il est très fortement probable qu'au début, on ait 2-3 Ethereum Proof of Stake qui existent. Et puis, 6 minutes plus tard, 12 minutes plus tard, on soit à peu près sûr que tout va bien. Donc l'étape suivante, et comme on peut le constater une fois de plus, c'est dans un timing qui est assez resserré, c'est la première époque, c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là. Pour ceux qui n'étaient pas encore là, une fois de plus, vous pouvez vous référer à l'article sur Ethereum France qu'on a partagé, et apparemment on a fait crash le site de Ethereum France aussi. Donc vous êtes des bourrins les gars, mais bon, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été 3000 en live que voilà. Et 6 minutes quasi et demi, 6,4 pour être précis plus tard, on devrait avoir donc la justification et la finalisation de cette époque qui sera update directement sur les premiers blocs qui auront été donc validés sur la Bitcoin Chain de Ethereum en Proof of Stake. Ça ne devrait pas inclure le bloc de The Merge, mais ça indiquera que ils ont tout simplement l'agrément de la blockchain en tant que tel, que c'est bel et bien validé. À nouveau 6,4 minutes plus tard, donc de nouveau une époque, là je suppose qu'on est à 2 du coup, s'il n'y a pas eu d'étape entre-temps supplémentaire. On devrait voir apparaître dans cette seconde époque le bloc du merge lui-même, ce coup-ci, ce qui veut dire que 2/3 à minima des validateurs sont d'accord pour valider et reconnaître le bloc du merge. Et ensuite, globalement, voilà, à partir de là, il dit qu'il sera très excité, que tout s'est passé convenablement et de façon fluide. Mais c'est que le début, on est très loin de la fin, bien évidemment. Et ensuite, le plus grand milestone viendra des autres 6,4 minutes later, c'est-à-dire des autres époques qui viendront finaliser totalement le merge. Et globalement, à partir de ce moment-là, c'est ce que tu disais Marc tout à l'heure, en gros, on va dire quelques heures après le merge, on aura tout qui est garanti donc du succès de l'opération. Donc on va avoir un très court laps de temps de une dizaine de minutes, allez, douzaine de minutes au tout départ où quasi tout se passe, et ensuite la validation un peu plus profonde, si je puis dire, sur quelques heures de plus suite au merge. Et globalement, voilà, il fait aussi la petite rétrospective de est-ce que on pourrait avoir les problèmes, comme on le disait tout à l'heure, quasi en début d'émission, puisque ça fait quasiment désormais 2 heures qu'on est en live, donc je sais plus à quel moment me référer exactement, mais globalement, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. On pourrait avoir pas mal de forks, on pourrait avoir des blocs qui au début voilà, vont peut-être se perdre, se réorganiser, ou des petits couacs, mais on l'a vu tout à l'heure, je vais le répéter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints entre-temps. Globalement, il y a plusieurs clients qui devraient permettre justement d'effacer convenablement le potentiel d'un fail généralisé. Donc, exactement, on peut switcher de client en moins d'une dizaine de minutes. S'il y avait un problème sur un client, on pourrait switcher très très facilement. Donc c'est pas du tout quelque chose de stressant là-dessus. Et il faut savoir, moi j'aime bien de comparer ça au lancement d'une fusée. C'est-à-dire que le merge, le fameux moment où on allume les réacteurs, c'est quand on atteint cette difficulté totale. Et puis après, il y a ce moment de flottement qui est extrêmement stressant, et où on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas, où la fusée doit déjà, les réacteurs sont allumés, doit décoller et quitter l'atmosphère sans exploser en plein vol. Et donc, on aura la même chose pendant quelques dizaines de minutes tout au plus. Il y aura ce moment de flottement où tout le monde est en train de vérifier que effectivement tout s'est bien passé.
Et littéralement, on est sur ce truc de comparatif de lancement de fusée, sauf que comme vous avez été probablement nombreux à le constater au dernier lancement de SpaceX, s'il y a quoi que ce soit au niveau d'un quelconque micro-paramètre, au niveau d'un peu trop nuageux ou voilà, ils annulent tout. Or là, c'est quelque chose qui ne peut plus être annulé. Là où Ah oui, là, il n'y a pas de bouton pause, hein. donc Les amis, genre, voilà, c'est foutu, hein. c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération, c'est que d'un point de vue technique, on a un bon 90% bien tassé de l'écosystème des alts en ERC20, plus Ethereum lui-même qui pèse quasiment 200 milliards. Donc on a 90% de l'écosystème crypto quelque part en termes de capitalisation et de captation de valeur qui est sur le réseau Ethereum aujourd'hui. Et on est en train de faire une transition où c'est la marche en avant ou la fusée qui explose au décollage. Donc, j'espère bien évidemment que ça ne va pas nous faire une Apollo ou quelque chose dans ce style, mais voilà. Globalement, comme on l'a dit à maintes reprises, c'est vrai qu'avec tous les tests qu'il y a eu au travers des années, et quelque part aussi ce qui me rassurait quand j'y pensais hier, je me disais que ça a été la vision depuis le départ, et peut-être que tu nous diras quelques mots, Marc, là-dessus, d'un Ethereum en Proof of Stake. Il n'a jamais eu pour vocation, finalement, de rester en Proof of Work, et ce, dès le début. Très clairement. Et pour tout un tas de raisons. Alors forcément, les raisons d'empreinte carbone sont très importantes. Il ne faut pas les mettre de côté. Très clairement, j'avais été invité par Val sur BFM. On passe de la consommation de plusieurs micro-ondes à fond 24/24 pour avoir un nœud validateur, un rig entre guillemets, à une consommation de 30 watts en moyenne, entre 15 et 30 watts sur mon nœud validateur. Vous avez probablement chez vous encore des ampoules qui consomment autant que ça. Alors j'espère que vous avez des LED, mais si vous avez une ampoule encore d'essence, moyenne, c'était ça, c'était entre 30 et 40 watts. Donc on est sur quelque chose de complètement différent. La deuxième chose, c'est que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le live, le hash rate, c'est une solution qui est très fonctionnelle. Ça fonctionne chez Bitcoin, ça fonctionnera encore dans 50 ans chez Bitcoin. Mais quand on veut avoir des applications décentralisées, avoir un temps entre les blocs qui est prévisible, c'est hyper intéressant. Là, parce que là, en moyenne, dans 13 secondes, il y aura un nouveau bloc sur Ethereum. Mais il peut se passer, c'est la variance, c'est en moyenne, c'est la fameuse loi de distribution de probabilité, loi de Poisson, mais en moyenne, ça ne veut pas dire que le prochain bloc ne sera pas dans 1 seconde ou dans 20 secondes ou dans 50 secondes, etc. Et quand on veut construire des applications, notamment de finances décentralisées, mais qui ont besoin d'avoir des mises à jour régulières, le Proof of Stake, on sait que dans 12 secondes, il y aura un nouveau bloc parce qu'il n'y a pas cette variance particulière. Donc là, ce qu'on voit sur l'écran actuellement, c'est les logs. Donc, ce qui se passe au niveau du programme informatique qui fait tourner la Bitcoin Chain, donc la fameuse blockchain en Proof of Stake, directement sur un nœud validateur. C'est pas du tout sponsorisé comme émission, mais j'utilise Dapnode. C'est vraiment le produit le plus simple pour faire tourner un nœud validateur aujourd'hui et le plus robuste. C'est une super équipe. Franchement, je leur fais de la pub sans avoir besoin d'être payé, quoi que ce soit là-dessus. En gros, vous l'achetez si vous le souhaitez. Vous le faites livrer, vous le branchez, vous mettez un câble Ethernet dedans, vous branchez l'alimentation, vous appuyez sur le bouton d'alimentation, vous allez sur le site my.dapnode et en gros, en 2 clics, vous avez un nœud validateur. C'est très très facile. Ils ont un système d'application, un d'App Store. Et en gros, là, je fais tourner Prism et Get, qui sont les trucs principaux. D'habitude, je fais tourner des choses un petit peu plus minoritaires pour qu'il y ait de la diversité sur les logiciels sur Ethereum. J'ai fait le choix de la sécurité de prendre les trucs principaux pour le merge. C'est mon choix. Mais si je veux autre chose, par exemple, si je voulais faire tourner Eragon au lieu de Get, je clique dessus et ça va directement me le télécharger et synchroniser la blockchain. Ça va assez vite, c'est hyper fonctionnel. Et après, il y a un système de package où on peut vraiment tout vérifier. Et il n'y a pas besoin d'être technique, il y a 0 ligne de code.
c'est quelque chose que je conseille fortement. Si vous avez la chance d'avoir 32 Ethers et que ça vous intéresse de staker, ou si vous avez 16 Ethers et que vous voulez faire quelque chose avec Rocket Pool, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit sur l'écran, je vais couper l'actualisation des logs pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Ce qu'on voit, c'est que mon nœud validateur est ready for the merge. Ça fait un peu plus d'une dizaine de jours que la fameuse mise à jour est sortie. Donc tous ceux qui ont actualisé leur logiciel ont ce petit message qui leur dit bah, les gars, vous êtes prêts pour le truc. Vous avez la fameuse difficulté qui est le chiffre magique que tout le monde est en train de regarder avec la TTD, Terminal Difficulty, qui est set à ce chiffre énorme. Ça, on l'a vu plusieurs fois pendant le live. Et le chiffre actuel, c'est celui-là. Et quand ce chiffre sera égal à celui-là, et puis par la suite supérieur, on aura le fameux merge qui arrive. Donc, ce qu'on observe, c'est que bah, ça augmente de moins en moins vite. On a vraiment les mineurs qui, pour des raisons qui leur appartiennent, commencent à débrancher en direct live. Et du coup, bah, c'est du merge. Ça peut pas être un retard de plusieurs jours, hein, clairement. Là, on est trop proche en termes de Au pire, on chiffres. est là jusqu'à ce soir 18h, quoi, en gros. Bah, de toute façon, on a déjà fait des marathons sur la chaîne, donc ils ont l'habitude. Donc, Après, oui, il y a des Ethers qui sont envoyés sur Binance et tout ça, mais globalement, c'est normal aussi. Les mecs, ils vont tenter de jouer le tout pour le tout, que ça parte dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que pour ceux qui croient justement au réseau, qui ont envie de participer par la suite au Proof of Stake et tout, gardez vos Ethers là où ils sont, ne les bougez pas, ne les trafiquez pas et tout se passera bien ensuite. En tout cas, on on a l'espère. touché à rien, les amis. Là, de toute façon, c'est trop tard. Là, on est trop près du lancement de la fusée pour faire quoi que ce soit. Là, c'est terminé, les amis. Hein. On attend, tout se passe bien. De toute façon, si ça se passe mal, on sera tous ensemble dans la queue pour déposer son CV chez McDo. Donc, il n'y a pas de truc à faire. Et surtout, si vous recevez un message pour updater votre MetaMask ou ce genre de choses, ce sont des arnaqueurs. On l'a dit au début du live, on le redit. Là, on est dans le jour parfait pour les gens qui essayent de vous scammer. Ne perdez pas vos précieux Ethers, vos précieuses cryptos pour des gens qui ne les méritent pas. Ah, on est rejoint par Abdel. Bienvenue. Salut à tous. Salut. Comment allez-vous? Hello. Vous avez vu l'heure, monsieur? Vous avez vu l'heure? Qu'est-ce qui se Ouais, passe là? je suis un peu en retard, mais je savais je savais qu'il y avait des mineurs qui allaient débrancher, je l'avais prévu. Ah oui, bah oui. Alors, ça va, vous êtes chaud? On va dire que c'est ça. Bah oui, on est chaud. Pourtant, on pensait que tu étais père de famille, donc normalement. Si, je suis, mais ça fait longtemps que je suis fait, mais enfant malade, tout ça, 2-3 trucs à gérer, donc ouais. Bon, est-ce que tu penses alors qu'on aura un panda qui va apparaître dans le premier bloc? Ah, j'espère, je viens exclusivement pour ça. Ou un rhino? Ouais, je peux faire le panda. C'est Leslie ou un panda? Moi, je pense que ce sera un panda, mais c'est possible qu'ils nous mettent le rhinocéros. Pourquoi POS est plus précis et régulier? Parce qu'il est cadencé par le temps et il y a une notion de finalité qu'on n'a pas en Proof of Work. En Proof of Work, il y a toujours des réorganisations qui sont possibles. Donc, si vous avez plus de hash rate, vous pourrez écrire l'histoire, en gros. Sachant que dans le Proof of Stake de Ethereum, ce ne sera pas possible. Quand un bloc est finalisé, vous ne pouvez pas écrire l'histoire. Voilà pourquoi. Et en gros, vous voyez ici peut-être que c'est un peu petit, je sais pas, tant j'essaie de voir au niveau du retour. Non, ça, c'est une très bonne ressource, Beacon Chain. Je pense que c'est bien en attendant pour voir les époques qui se finalisent. Tac. Je vais le mettre en plein écran. Et en fait, en haut à gauche, en gris, je vais essayer de mettre le curseur dessus. Juste là où j'ai le curseur qui bouge. Vous avez les slots qui se remplissent sur l'époque en cours. Et là, on est à 16/32, par exemple. Et vous le voyez dérouler ici au niveau des petits carrés verts. Et alors, donc, un slot, c'est 12 secondes. 32 slots, c'est à 6,4 minutes. À peu près. Et donc là, il nous reste 127 blocs pour à peu près une trentaine de minutes. Même à l'échelle de l'open source en général, du monde du software en général, cette coordination entre plusieurs équipes, des centaines de devs, d'ingénieurs, de chercheurs, même ça, je pense que même en dehors du monde de la blockchain, ça reste historique et les gens regardent dans le monde de l'open source et dans le monde du software en général.
Donc là, tout à l'heure, Abdel, peut-être ça te parlera un peu plus comme justement t'es sur ce côté technique. J'avais remonté le thread de comment il s'appelle déjà. Je vais reprendre le nom pour pas écorcher son nom, d'un des devs qui a l'air d'être de la Team Core, je suppose, pour Consensus. D'ailleurs, Abdel, ça a peut-être été l'un de tes collègues. C'est Adrien. Adrien Sutton. Je sais pas si ça te parle. Ouais, c'est mon collègue, c'est un Australien, j'étais dans sa team à Consensus. Et du coup, il déroulait juste les minutes post-merge, exactement ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il faut checker, tout ça, ouais. Voilà, on a la sensation que ça se passe premièrement au début, vraiment les premières secondes par rapport à ce bloc de merge et cette fusion, mais surtout sur une ou deux époques, c'est-à-dire une douzaine de minutes qui s'ensuit. Et là, déjà, on pourra respirer un premier coup et valider tout ça dans les heures qui suivent complètement ensuite au niveau des clients. Ouais, bah oui, il faut valider justement le processus qui permet d'arriver à la finalité. Donc, qui en 2 temps, il y a ce qu'on appelle la justification et la finalisation. Donc, une fois qu'on aura finalisé le merge block, là, on pourra commencer à respirer parce qu'on se dira, OK, le process de finalité, il marche bien, etc. Et après, faudra s'assurer de l'exécution de toutes les dates, qu'il n'y a pas de disruption au terme de smart contract, etc. Mais en tout cas, on saura que le protocole, c'est good, quoi. Et d'un point de vue justement de toi qui as cette vision technique, on parlait aussi tout à l'heure des micro-couacs qui pouvaient arriver au début, un potentiel réagencement, les potentiels petits forks qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qui serait pour toi le plus dérangeant, entre guillemets? En gros, ce qu'on peut se permettre et par contre, quelque chose qui vraiment pourrait causer un vrai problème d'un point de vue technique. Quels sont le bon et le mauvais pour toi par rapport à cette transition-là pour le court terme et ce qui nous intéresse aujourd'hui? Ouais, je pense que quelque chose qui serait assez mauvais, c'est qu'on n'arrive pas à justement finaliser des blocs. Ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à récolter, avoir un consensus parmi 66% des validateurs du réseau, ce qui pourrait ce qui pourrait avoir comme conséquence de stopper la chaîne. Donc d'empêcher qu'elle avance. Donc c'est pas irréversible, mais bon, si on a ça dès le début, c'est pas forcément un très bon signe. Ça peut vouloir dire que il y a des couacs dans les installations des validateurs, des gens ou même des entités, ce genre de choses. Après, je vois pas de scénario qui serait irréversible. C'est juste que bon, ces scénarios qui sont un peu gênants peuvent heurter la confiance et du coup potentiellement déclencher des choses au niveau marché. Mais en soi, dans l'absolu, on est capable de se sortir de n'importe quelle situation normalement. Mais c'est juste l'impact sur la confiance que ça peut avoir si dès le début on a des couacs de cette ampleur, de type la chaîne qui se halte ou des choses comme ça. D'accord. Ouais, c'est très Après, clair. le pire scénario, ça serait un bug non détecté durant les phases de test. Je suis optimiste que ça n'arrive pas vu la batterie de test qui a été effectuée, mais bon, c'est pas une probabilité clairement non plus. Le pire du pire des scénarios, c'est un bug sur get. Ouais. Parce que ça représente 80% des nœuds. Et en fait, switcher par exemple de Prism à Teku, ça prend moins d'une dizaine de minutes. Très clairement, ça, c'est pas un problème. Par contre, s'il y a un bug sur get et que je dois synchroniser Erigon en urgence, c'est 8 à 10 heures minimum. Donc là, c'est très très problématique. C'est-à-dire switcher En fait, il y a le layer d'exécution et du coup, le layer d'exécution est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué à synchroniser. Et du coup, si on doit switch, pas 4 heures qui vont être c'est moi ou ça coupe côté marque? Ouais, il y a des petits lags côté marque, ouais. Ouais, c'est désolé. Ok, mais en gros, ce que disait Marc, c'est qu'il y a en gros, quand on parle du coup d'un nœud dans le contexte Ethereum 2, enfin après le merge, c'est composé de 2 parties. Le consensus layer qui est sur la partie Beacon Chain, donc c'est ce que vous voyez là sur le site, donc les validateurs qui gèrent la partie staking et le consensus, qui tournent depuis 2 ans à côté de la chaîne Ethereum, et les clients historiques comme Get, etc. Donc c'était la chaîne Ethereum en proof of work qu'on connaissait. Et du coup, ce que disait Marc, c'est que c'est assez facile et rapide de changer la partie consensus layer, mais c'est beaucoup plus long et fastidieux de changer la partie execution layer. Donc client, anciennement dans l'ancienne terminologie, client Ethereum 1, client Ethereum 2. Exactement. Donc, désolé, je fais tourner 10 000 trucs à la fois et ma connexion, du coup, elle ne suit pas. Ah c'est ça, d'aller sur des JM là de bon matin aussi. Hein.
Bah ouais, mais en même temps, il faut bien. Tu sais, le stress, on le gère de la manière qu'on peut. Comme dans Le Loup de Wall Street, la recommandation. Je pense qu'on va arrêter sur ce sujet. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. 85 blocs, 20 minutes. Là, on touche au but, hein. C'est vraiment plus très loin pour le coup. 2h30 qu'on est en live, on est quasiment 3600. Incroyable. Au niveau de la difficulté, on est à 5, 8, 7, 4, 9. Donc vraiment, on est dans le dernier créneau là. Ça, ouais, 20 minutes, c'est à chaque fois ça ralentit. Donc j'ai conscience que toutes les demi-heures, je dis c'est dans une demi-heure, mais c'est parce que le hash rate s'adapte en direct. Mais c'est plié, hein. Ce matin, c'est terminé quoi. Ouais. On est beaucoup trop proche de la total terminal difficulty pour revenir en arrière maintenant. Même si tout le monde débranche, même si 80% des mineurs débranchent, dans la journée, ça passera. Je n'irai pas au taf avant le merge. Eh bien, écoute. Moi, je t'avoue, si le merge se passe mal, j'ai plus de boulot. Donc... Ah bah, je crois qu'on sera beaucoup à pas être très bien là, à ce moment-là. Bah, du coup, Abdelhamid, c'est le plus intelligent d'entre nous, puisqu'il travaille également sur Starkware, enfin Starknet au-dessus de Bitcoin. Donc lui a un plan B, c'est au pire. Au pire, il travaillera comme layer 2 de Bitcoin, Ethereum n'existera plus. C'est ce mec qui est One Python IQ. Hein. Voilà, vraiment, je salue ton intelligence, t'es le plus gros cerveau de l'équipe. Pas mal. Elle est belle celle-là. Ah ouais, il faut toujours avoir un plan B, c'est vrai. On a le site poap.art, donc avec le mainnet merge party pour ceux qui aiment le pixel art. Et franchement, c'est plutôt stylé. Hein. Ils se sont fait plaisir. C'est le même principe que Airplace, c'est-à-dire chacun peut changer un pixel. Je crois bien, ouais. Trop bien, c'est super. Tu voulais dire, Abdel, pardon. Ouais, non, il y a quelqu'un qui pose la question de c'est quoi les blocs rouges, les carrés rouges. C'est quand un validateur, donc c'est des blocs des slots qui sont miss. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vu que la Beacon Chain, donc la chaîne Proof of Stake, elle est cadencée par le temps, si le validateur il n'est pas dispo au moment que c'est à son tour de créer un bloc, eh ben le slot peut être vide. C'est ça qui est différent. En fait, il n'y a pas toujours des blocs dans les slots. Donc il y en a une distinction entre les slots qui sont vraiment cadencés par le temps, et dans un slot, il peut y avoir un bloc ou non. Bon, dans la majorité des cas, il y aura des blocs, il le faut. Et le validateur, s'il n'est pas présent à temps ou s'il y a un problème, le slot peut être vide et on continue d'avancer. En gros, on n'attend pas qu'il y ait un bloc pour avancer. Et il y a une notion de manque à gagner si le validateur ne crée pas son bloc. Voilà ce que c'est les carrés rouges. Si vous êtes chaud d'aller sur Pop Art et nous remettre le drapeau français, leur enlever les petits carrés verts. Je vois que vous le faites peut-être en direct. C'est plutôt cool, hein, parce que c'est le futur of France, faut pas déconner. Après, on représente toute la francophonie, donc on a d'autres amis francophones qui sont représentés. N'hésitez pas à contribuer à vos drapeaux, c'est toujours sympathique. Bien sûr. Sauf ceux qui font des contre-soirées, comme TK Mining, faut le préciser. Voilà. Du coup, les Belges, on sait pas trop. Hein. Ça, on vient de franchir les 4000 à 15 minutes du merge, 4040. C'est incroyable, j'ai pas les mots. Je pense que 5 minutes avant, on va pas tarder à passer sur ton écran après, Marc. Oui, t'inquiète pas, tout est prévu. J'ai les yeux dessus. Il reste encore un petit peu de temps. Yes. 60 blocs, 14 minutes a priori. On va pas louper ce moment historique. Ouais. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait le mineur qui va miner le dernier bloc et pourra en faire un NFT historique. Bah ouais, de fait, c'est vrai que celui qui aura l'honneur de miner le dernier bloc, c'est quand même assez ouf. Et surtout, quand on mine un bloc, on a la possibilité de laisser un petit message. Alors, il y a une limite, hein, on ne peut pas écrire un roman à ce moment-là, mais j'espère que ils ont préparé quand même quelque chose pour marquer le coup. Ouais, j'avoue. On verra ce qu'ils ont mis dans le bloc. Peut-être un gros fuck the post ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible, hein, genre un message énervé en mode... Mais bon, on verra. Ce serait décevant, après c'est possible, hein, que ce serait décevant que ce soit juste miné par Ethermine ou miné par machin. Tu sais, les trucs basiques qu'ils mettent d'habitude. Ce serait sympa que ce soit autre chose. Après, bon. C'est moins que... minutes les plus longues qu'on ait vécues depuis longtemps. Ouais, je viens de voir Coinbase qui passe les validations à 85 blocs au lieu de 15, je crois. Donc c'est moins qu'une validation. Le wallet argent qui vient d'envoyer merge imminent, vous risquez d'avoir des délais si vous passez des transactions. Donc pour rappel, les rappels de sécurité dans, on va dire, l'heure à venir,
essayez de ne pas faire de transactions. Vous n'avez pas d'Ether à envoyer où que ce soit. On ne doit pas ni vous demander d'envoyer des Ethers. Il n'y aura pas de transactions magiques. Il n'y aura pas de trucs à claim ou quoi que ce soit. Donc, protégez-vous de ce côté-là. Le mieux à faire pour l'heure à venir, voire les heures à venir, c'est encore absolument rien. Donc, voilà. Bah, quand même, pour chaque Ether que vous nous envoyez, on vous renvoie un Ether Proof of Work. Ah, mais ça, c'est la base. Ça, c'est avec un grand Ether plaisir. Envoyé, sans Ether en retour, ça, c'est la base absolue. Même Vitalik a trollé son propre faux compte sur Twitter. Là, tu peux les faire. 4200. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on monte autant aujourd'hui, mais je pense que tout le monde a mesuré l'impact. Et comme tu dis, en plus, il est probable qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc, franchement, rien que pour ça, c'est énorme, quoi. Des gens qui viennent. On a peut-être aussi ceux qui étaient partis un peu ces derniers mois parce que le marché était moins intéressant, qui sont revenus faire coucou, passer la tête par la porte pour faire. On était un peu absent, on digérait un peu les événements, mais on est toujours là. Ouais. Ça fait plaisir en tout cas de voir que vous êtes toujours là. Ouais. Ah ben, j'espère que ça va faire quelque chose et qu'on pourra déboucher le champagne et sortir un bon cigare juste après. Que ça va pas être bon, on supprime le compte Twitter, la chaîne YouTube et on va chercher le formulaire de postule au McDo. Remarque, au moins on pourra tous se retrouver demain en ligne droite, en file indienne au Domac. Hein. Ouais, tu sais, la vie est un éternel recommencement. Mon premier boulot à 18 ans, c'était McDo. Bah voilà, à 32 ans, j'y retourne. C'est pourquoi pas. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Peut-être que je reverrai mes collègues de l'époque. J'ai jamais travaillé là-bas. Je préférerais éviter de préférence. Le bip de la friteuse rend dingue. Ouais, bah, je te rappelle que toi, tu as des vrais diplômes qui sont intéressants. Tu vois, tu as été pharmacien. Donc, a priori, le plan B existe. Le plan B existe, c'est vrai. 33, 7 minutes. Ça devient presque hypnotique à ce stade-là. On regarde les secondes qui défilent une par une. Ouais. Ça fait un peu penser au jour de l'an, sauf qu'au jour de l'an, tu sais, t'es déjà à moitié bourré et il n'y a pas trop d'objectifs, mis à part tes bonnes résolutions que tu tiens 24 heures en général. Ouais, où tu sais que ça va déjà mal finir, tu vois. Dans le chat, ils disent vétéran de la Silk Road. Je ne ferai aucun commentaire, mais c'est peut-être un petit peu trop vrai ce que tu nous racontes. Mais bon, bah, les très anciens dans la crypto, ils viennent bien de quelque part. Hein. Et il y a quelqu'un aussi dans le chat qui posait la question est-ce que le fait que des acteurs comme Binance, etc., coupent les transactions ne pouvait pas ralentir le merge? Alors non, ça ne dépend pas du tout du volume d'échange ou quoi que ce soit. C'est vraiment basé sur les mineurs et le hash rate. Et à partir du moment où on va atteindre une certaine difficulté cumulée, ça va se déclencher. Donc la réponse, c'est juste, ça ne dépend pas du tout du volume d'échange. Même s'il y a 0 échange, 0 transaction, le merge va quand même arriver. On va taper quasiment 5000, c'est incroyable, juste incroyable. Donc là, vous voyez pour mon écran, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas encore là, je vais couper l'actualisation pendant quelques secondes. Donc le nœud est ready for the merge. Donc la version du logiciel de la chaîne de consensus a été actualisée pour être prête pour cette transition. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ce chiffre-là, qui est la difficulté totale, donc l'ensemble du travail qui a été fait sur cette chaîne en preuve de travail jusqu'à aujourd'hui, sur les 7 dernières années, soit équivalent à la total terminal difficulty, c'est-à-dire un chiffre qui a été mis en place là-dessus. Et donc, lorsque ce chiffre-là sera égal à ce chiffre-là, le merge va arriver. Donc là, je vais réactualiser ce qu'on appelle les logs du logiciel. Et on va arriver, vous voyez, on est à 5.8.7.4.9.8. Le prochain, ce sera 9.8. Donc, on est très, très proche. Ça approche. On a passé sous les 20 blocs, 4 minutes. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu là-dessus. Sur la participation au réseau, on est sur des chiffres très, très forts, avec 427 192 nœuds validateurs qui sont actifs. Donc, a priori, là, tout fonctionne exactement comme prévu. Et là, vous voyez que sur ce nœud validateur, il y a 2 fois des slots de validation à 32 Ethers. Et pour l'instant, les attestations fonctionnent. Si on va voir dans le détail de l'un de ces nœuds, on voit que
toutes les 6,5 minutes en moyenne, j'ai des récompenses de staking directement dessus, puisque j'atteste des blocs. On peut les voir se défiler. Pour l'instant, tout fonctionne exactement comme prévu. Pas de choses particulières à attendre. 14 blocs, 3 minutes. Oh putain. Là, la dernière minute, ça va être infâme. Horrible. Vitalik qui tweet que après le merge, la consommation électrique mondiale aura diminué de 0,2%. Ouais, et il a aussi oui, c'est vrai, dit, ça pèse très peu, hein, Ethereum. Ouais, c'est pas mal, 0,2% au niveau mondial. 0,2% mondial, c'est quand même, ouais, je pense que c'est quand même assez significatif. Je sais pas, c'est la consommation de quel pays, mais un petit pays, quoi. Et on vient de franchir les 5200. On est au moment où on va passer le merge. C'est incroyable. Je veux dire, quand on voit les métriques qu'on fait récemment, c'est pas pour nous vanter ou quoi que ce soit, mais on a Binance sur la chaîne YouTube hier qui est en pleine conférence, a fait 500 viewers. On est 5200 un matin entre 6h et 8h. C'est large, juste et large. D'ailleurs, on peut en profiter pour saluer, parce qu'on sait que les 5000 personnes ne viennent pas toutes de chez Cryptomatrix, mais on en profite pour saluer toutes les communautés françaises, qu'elles viennent de chez JDC, chez Crypto, chez Crypto Farmer, chez Mining TK. Ah non, pas chez Mining TK, mais en tout cas. Il va se prendre des balles perdues, ça n'arrête pas. Mais en tout cas, bon merge à tous, et c'est cool de vivre ça tous ensemble. C'est émouvant. C'est clair. Mais on est, les amis, sur la dernière ligne droite, 5, 8, 7, 4, 9, 9, 1. Donc je rappelle, quand on passe à 5, 8, 7, 5, le merge arrive. Donc c'est vraiment, on est à quelques minutes. Là. 7 blocs, 1 minute. Ouais, c'est dernière ligne droite. Quelques secondes. Je vais passer en plein écran pour qu'on voit bien. J'espère que ça sera un panda et pas un gros doigt d'honneur qui apparaît en mode on vous a bien. Bon, a priori, il est déjà dans le code. Je vous avoue que j'ai pas vérifié. Mais bon, ça se serait su si c'était un doigt d'honneur. 5300. Ah, on y est, les amis. On y est. On y est? Attends. Putain, tu me fais stresser. Regarde, ça s'actualise pas. Ah putain, non. Putain. Attends, je coupe l'actualisation. Le merge vient d'être activé. Activé, ça y est, c'est officiel. C'est magnifique. Exceptionnel. Hop, stake. Ils nous ont fait un beau panda quand même, c'est magnifique, avec les yeux Ethereum. Et voilà, on est activé. Bon, Bravo. il faut suivre maintenant la suite. Bravo à tous. Bravo. Il reste une quinzaine de minutes pour avoir un peu une vision claire de savoir si tout s'est bien passé. Et au niveau de Get, pour l'instant, eux, au niveau de l'exécution, c'est normal, quoi. Ils s'en fichent un petit peu, on n'a rien. Si, on a ce petit message, c'est assez discret, mais voilà, on a quitté le Proof of Work. Ouais. Est-ce qu'à partir de là, tu peux voir la signature du dernier bloc de Proof of Work? A priori, on va le voir sur Etherscan, mais du coup, j'ai pas le numéro du bloc. Sur Etherscan, attends. Non, c'est possible que ce soit celui-là, mais c'est pas sûr. Lui, il a aucune data. Ouais, aucune data, ouais. Le 97, là? Ouais. Ouais, il a aucune data. Non, il y en a de nouveau. Lui, il a pas de data non plus. Ouais, pareil, ouais. Putain. A priori, ils ont rien mis, les mecs. Ils sont nazes. Mais a priori, on est bon. Hein. On est en proof of stake, les amis. Donc pour l'instant, c'est pas finalisé. On est en poste, les gars. On est en poste et c'est les fameuses 2 premières époques sur à peu près 12 minutes là qui vont entériner définitivement le tout. Voilà, c'est les derniers blocs. On aura finalisé le merge block, là, on sera bon. On a vu la fusée décoller là, elle est en train de tourner un petit peu là. On espère qu'elle n'explose pas en plein vol. Voilà, on attend qu'elle quitte l'atmosphère. A priori, une fois qu'elle est dans l'espace, tout va bien. Et on a un Ether qui est plutôt stable pour le moment à $1 600. Hein. Pas de l'information n'est pas passée pour l'instant, je pense. Il faut que l'information se diffuse. C'est-à-dire que si un État voulait chanter l'écosystème, il lui reste un bloc pour activer sa backdoor. Mais a priori,
On devrait être tranquille et le flux Bah, devrait c'est continuer. Alors. Vitalik qui les chante, ouais. Le masternode, Vitalik. Il était déjà en train de travailler le Pentagone à 7 ans, donc il a dû prévoir quelques trucs. A priori, j'ai pas de messages alertés qui viennent d'AV ou du groupe d'Emergency, donc du côté AV, ils sont pas inquiets pour l'instant. Ok. Pour l'instant, le DRH de McDonald's. Le passage de A à V vers Compound. On va faire comme si tu n'avais rien dit. Ça va être le mieux pour tout le monde au final. Mais voilà, si je coupe mon partage d'écran en urgence parce que j'ai reçu une notification, vous savez que ça pue. Est-ce qu'il y a un blog précis pour le Snapchat pour le fork justement, enfin pour. Bah c'était là, On est d'accord que c'était le bloc, hein. Ouais, c'était le bloc. Alors, je sais pas si c'est celui-là, le 40 ou le 39, enfin bref, c'est l'un de ceux-là. Hein. Est-ce que tu arrives à cliquer sur Most Recent Block si t'en prends un au pif? Ouais, celui-là. Moi, j'ai pas de Gateway. Les blocs. Ouais. Les blocs. Donc, sur l'époque en cours, on a des slots qui sont en couleur saumon. Je sais pas si ça va dire quelque chose. C'est plus ou moins attendu. Non, je pense que pour l'instant, ils attendent quoi. De savoir. C'est pas méchant, ouais. Il faudrait qu'on arrive à justifier les. Au niveau de ma validation, pour l'instant, je continue de soumettre des validations. Je continue de soumettre des blocs. Donc, vous voyez, là, a priori, ça fonctionne. Et au niveau de la Beacon Chain, on a toujours des nouveaux blocs qui arrivent. Finaliser l'époque. Donc, d'un point de vue seulement de mon nœud validateur, tout s'est bien passé, mais bien sûr, il faut attendre d'avoir une confirmation. Là, Beacon Chain, le site est foutu. Mais ça, c'est normal, c'était attendu. C'était attendu, donc bon. Il y a beaconscan.com, est-ce que c'est mieux? Tac, tac, tac. Ouais, là, on a toute une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slots. C'est schedule, c'est normal. En fait, ils passent tous au vert quand l'époque est terminée. Donc en fait, là, toutes les 12 secondes, tu as un nouveau bloc. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, on passe en finalisé une fois qu'il y a eu plusieurs époques de délai. Donc là, en ce moment, il y a des gens qui créent les blocs. Et puis, il y a le système d'attestation qui se met en place. On peut le voir hein, du côté de mon validateur. En gros, ils sont en train de... à chaque fois, on me file. Donc ça, c'est la Beacon Chain. Si je repasse sur la partie validation, à chaque fois, ils me disent, OK, va vérifier sur tel slot. Donc là, le 4700034 va vérifier que tout va bien et je soumets mes attestations. Donc mon nœud validateur dit, OK, il n'y a pas de double spent, il n'y a pas de transaction malicieuse. Je considère qu'il est bon. Et donc ça, je le fais en permanence. Et une fois qu'il y a suffisamment d'attestations, le bloc est considéré comme final par la blockchain. Et donc là, il y a Tim qui vient de rappeler qu'on pourrait considérer que c'est vraiment bon quand l'époque 876, donc là c'est qui est en cours, sera finalisée. D'accord ? Ouais. Donc quand elle aura le même statut que la 873 par exemple. Tu vois ? Donc dans 12 minutes environ. Voilà, c'est ça. C'est la grosse milestone. Je suis quand même content qu'on ait eu le panda, hein, pour être honnête. Hein. Ouais, c'était ça le vrai truc. À Coban973 qui a offert 20 abos et merci à tous ceux qui ont pris des abos et voire offert des abos aujourd'hui. Il y avait Grégozor également 5 abos et Yves PDF et ainsi que tous ceux qui ont renouvelé donc leur abonnement et ça fait vraiment plaisir de justement votre fidélité et en plus de, comme l'ont dit tous les intervenants aujourd'hui, de vivre cette étape historique de transition tous ensemble, puisque c'est quelque chose, à mon avis, qu'on ne verra pas souvent, voire plus jamais au niveau de l'écosystème crypto. Ouais. C'est assez, voilà, c'est assez fou. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 slots pour finaliser l'époque, là, a priori, la 876. Ouais. Alors, il y a un bloc qui contient bien des transactions. Ah oui ? Ça y est, tu as réussi à les voir ? J'ai réussi à voir, il y a un bloc qui a 16 transactions, exécution payload. Donc là, ça veut dire que vraiment, on a l'exécution des transactions qui marche. Tu te rends compte, c'est les premières transactions sur Ethereum. Ouais, c'est ouf. Il y a pas le bilan carbone est négligeable. Genre, tu vois, aujourd'hui, là, si vous créez un NFT, vous avez l'un des tout premiers NFT
sur Ethereum qui n'ont pas de bilan carbone. Vous pouvez en minter et les balancer aux gens, aux comptes Twitter un peu chiants qui vous disent que ça brûle la planète, les cryptos. Vous pouvez leur envoyer un petit panda, minter des images de panda et balancer-leur. Si ça vous amuse, hein, bien sûr. Et des gens demandent dans le chat pourquoi le panda. En fait, c'est un peu la blague, entre guillemets, sur Ethereum 1 et Ethereum 2 qui fusionnent. Donc, l'image un peu phare qui est devenue le même de ça, c'est que il y avait un petit ours blanc et un petit ours noir qui font la fusion un peu comme dans Dragon Ball et qui deviennent un panda, donc noir et blanc. C'est venu de là et c'est plutôt rigolo. Donc 74 est finalisé, encore moins d'une dizaine de minutes pour le prochain. Ouais. Est-ce qu'on peut aller prendre la température et envoyer une assistante psychologique pour tous ceux qui nous ont fait chier les derniers mois pour dire ça n'arrivera jamais le merge, tout va casser, ça va être une horreur, etc. Là, a priori, ça sent mauvais pour vous. Hein. C'est sûr que les ultra pessimistes permanents, là, à mon avis, vont commencer un peu à devoir changer de registre. On retourne un peu sur l'interface de contrôle. On a perdu, on était à 99% de participation, on est passé à 95%, c'est-à-dire que moins de 5% des nœuds validateurs n'étaient pas prêts pour la transition, n'avaient pas fait la mise à jour. C'est tout à fait attendu, c'est tout à fait normal. Tant qu'on est au-dessus de 66%, ça va. Et franchement, c'est même impressionnant dans le monde informatique, avoir 96% des utilisateurs, entre guillemets, qui sont à jour, c'est quasiment du jamais vu, surtout dans l'open source. Donc, tout va bien, il n'y a pas de choses, tout est en train de bien se passer, très clairement. Le site est en PLS, hein. C'est clairement... c'est pas un indicateur. Le seul truc qui est réellement indicateur, les amis, c'est ça. Hein. C'est le bloc, c'est le nœud validateur directement. Et si on avait des messages un petit peu chelous ici, on s'inquiéterait. Là, ça fonctionne tout à fait comme prévu. C'est pour ça, c'est bien d'avoir des sites, parce que c'est plus simple, mais c'est toujours mieux d'avoir le logiciel directement, parce que un site, ça peut mouliner, ça peut être trop de monde dessus. Donc, vous inquiétez pas, sur le live, on a de quoi vérifier concrètement, objectivement, si les choses vont bien ou pas. Tout est bon, tout a fonctionné comme prévu. On rentre dans une nouvelle ère. Yes, félicitations à tous et tous ceux qui ont cru justement depuis 2 ans, puisque c'était quand même un travail de longue haleine et qui malgré tout avait été soumis dans l'idée à la genèse même du réseau Ethereum. Il ne faut pas l'oublier. Et on va rester encore quelques minutes pour pas quitter comme ça si rapidement au bout de 3 heures de live avec 5200 personnes encore avec nous. C'est incroyable. On vient de vivre, comme le disait une personne, mais j'en suis convaincu, c'est pas pour faire un effet de style, un des plus grands événements dans la crypto depuis la création de Bitcoin lui-même, je pense. Aujourd'hui, c'était un jour vraiment historique. Très clairement. Je reçois les messages de félicitations et surtout de stress qui s'évacue du côté d'AV. A priori, tout le monde est en train de dire c'est bon. Ça aurait été un délire qu'on ait une salle pour faire un événement en physique et qu'on remplisse, je sais pas, avec 6000 personnes, combien on peut remplir en termes de capacité de salle, mais ça aurait été vénère. Le Zénith, c'est 5000 personnes. Eh bien, voilà. Zénith, les gars. On a fait un Zénith aujourd'hui pour le merge, complètement fou, avec un Ether qui, pour l'instant, navigue autour de $1600 et qui, d'un point de vue technique, est en train de valider les premières pierres historiques, effectivement, de cette transition vers le proof of stake. Bon, eh bien, magnifique, hein. Magnifique. Je vous invite aussi à consulter l'article de Cryptost sur cette mise à jour historique. Je vous le colle dans le chat, avec Val qui est parmi nous depuis plusieurs heures aussi. Ça fait plaisir d'avoir eu tout le monde qui est resté, d'ailleurs. Il y a des personnes qui disaient dans le chat que pour l'instant, il n'y avait aucune réaction du côté du prix de Ethereum. Je trouve ça plutôt positif, justement, qu'on soit, entre guillemets, au juste équilibre avant-après. Ça veut dire que par la suite, je pense, des choses plutôt sympas vont pouvoir se passer. Ça aurait été plus cocasse si justement on était monté beaucoup trop avant, une hyper spéculation, ce qui aurait engendré que là, aujourd'hui, on sera en train de redescendre énormément. Donc, on est, je pense, juste là où il faut pour Ether, qui, à mon sens, aujourd'hui, à $1600,
par rapport à la force de proposition est encore sous-coté, mais ça n'engage que moi et ça n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Comme quoi, le marché nous a donné le scénario, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose au niveau du prix. Tout le monde attendait un sell the news, certains espéraient une bougie verte gigantesque, et comme on l'a dit, souvent celui privilégié est délivré par le marché, c'est-à-dire pas grand-chose. On a fait plus de 2%, et puis voilà. Il faudra du temps, de toute façon, pour que le marché digère cette news et l'importance de cette news. Mais clairement, ça y est, le supply d'Ethereum est en train de diminuer en direct. Il a perdu 75 ETH depuis le merge déjà. C'est incroyable. Ouais. Les gars, si vous avez des Ethers, gardez-les parce que ça va être de plus en plus dur d'en avoir. Il y en aura de moins en moins de disponibles. Moi, je vais filer, messieurs. Merci beaucoup, en tout cas, Sam, pour avoir hébergé ce petit live. Vous voyez la difficulté que c'est de tenir une antenne sur les chaînes d'actualité en continu, et particulièrement Marc qui a partagé l'antenne de BFM avec moi la semaine dernière. Et c'était trop cool de le faire tous ensemble. Et effectivement, du coup, merci pour le petit push de l'article sur le chat. Nous, on va continuer de mettre à jour cet article-là tout au long de la journée en fonction des évolutions, s'il y a des choses nouvelles. Et je file à la Binance Week à Paris, s'il y en a que je croiserai là-bas avec plaisir, pour faire quelques interviews et notamment faire un petit point sur tout ce merge et tout ce qui vient de se passer. Je pense que l'euphorie sera assez présente au Palais des Congrès de Paris dans quelques heures dans le cadre de la Binance Week. Yes, merci Val, merci à tous d'avoir été là. On va rester encore quelques minutes pour ceux qui ont envie. Je ne sais pas si Marc, Abdel, vous avez des impératifs derrière et je suppose peut-être qu'il y en a qui vont aller se reposer aussi pour ceux pour qui la nuit a été extrêmement courte. Et on va voir pour le replay. Dans tous les cas, il sera disponible ici du côté de Twitch. Pour YouTube, ça me paraît un peu ambitieux de pousser 3 heures comme ça, brut, sans montage, mais why not? Je pense qu'on peut pousser la dernière heure. Ouais. Ça ira très bien. Ouais. Et sinon, globalement, voilà, un merge qui vient de bien se passer avec un petit panda qui est apparu en direct. Et là, pour le coup, on pourra dire qu'on l'a vécu au sens strict, au plus proche de la réalité, directement sur un nœud connecté au réseau en direct live depuis chez Marc. Et ensuite, voilà, je pense que pour l'avenir, malgré tout, l'avenir reste radieux pour les cryptos dans leur ensemble. Et là, pour ce qui est de Ethereum, eh bien, il est en train de devenir ce pourquoi il a été créé. Et je pense que ça continuera aussi de se développer très positivement. Et peu importe tous les autres réseaux aussi qui se développent autour, et il y a de très belles choses qui continuent de se développer. Et c'est pour ça que, comme aussi on l'a répété souvent, quand bien même on parle souvent de Ethereum et tout ça, puisqu'on est très positif sur cet écosystème, on n'occulte pas tout ce qu'il y a autour qui est en train de se développer très vite et très fort. Et c'est cette ouverture d'esprit, je pense, qui fait la force derrière de tout l'écosystème crypto. Et si j'avais un seul conseil à donner aujourd'hui aux 4000 et quelques personnes qui sont encore là, c'est rester curieux, essayer d'assimiler tout ce qui peut se dérouler au quotidien, de positif, de négatif, d'en tirer toutes les expériences possibles. Et derrière, voilà, vous verrez qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, vous prendrez toute la conscience, toute la mesure de ce que offre cette nouvelle finance Web 3.0, métaverse pour certains, NFT et tout ce qui va se créer aussi demain, qui n'est pas encore là, je suppose, et qui est tout à fait exaltant pour tous ceux qui y participent de près ou de loin. Je pense qu'on peut se quitter sur ces bons mots. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à tous. Merci à tous. Trop cool d'avoir vécu ce moment avec vous. Merci Marc, Blue, Manu et Val et Abdel pour le partage du micro. Et on vous retrouve donc d'ici ce week-end sur YouTube. Je pense qu'on va se reposer un peu. Il n'y aura pas énormément de tweets ou de choses aujourd'hui. Et dans tous les cas, voilà, content d'avoir vécu cette grande transition tous ensemble qui s'est bien passée pour le coup, parce que pour beaucoup, on était quand même un peu stressé de par tout simplement le simple fait que les stablecoins aussi en majorité tournent sur Ethereum. Et c'est vrai que voilà, ça pouvait conduire à quelques désagréments si toutefois ça venait à mal se passer. Mais pour le coup, on voit qu'on a quand même quelques génies et têtes bien faites encore dans cet écosystème et ça fait plaisir. Très bonne journée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont partagé le micro. Et on vous dit à bientôt et à plus tard et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Ciao.